Bonjour, bonjour à tous. Merci de regarder Gabon Première et bienvenue dans l'entre-deux, cette édition du jeudi 25 janvier 2018. Jusqu'à quel âge devrait-on accompagner son ou ses enfants à l'école? C'est la question du débat du jour. Vous pouvez dès à présent réagir. Vous connaissez désormais les codes. En tout cas, il s'affiche la page Facebook et le numéro de téléphone pour vos SMS. Il sera également question dans ce numéro de conflit dans le couple. Hier, on a parlé du conflit en entreprise. Aujourd'hui, on parlera de comment gérer le conflit dans le couple. Beaucoup d'invités également au menu de cette édition. Ne bougez pas. Pour le moment, place à l'actu avec le Flash Actu. Amis fidèles, bonjour et bienvenue à ce Flash Actu. Nouveau statut pour un des ambassadeurs du Gabon dans le monde. En effet, le perroquet gris du Gabon, quoi? Vous attendiez à quoi? Il est bel et bien l'ambassadeur du Gabon, non? Pour le compte de la faune, certes, mais un ambassadeur quand même. Donc, avant le 4 février prochain, tous les détenteurs du gris du Gabon de France et de tous les États membres de l'Union européenne, y compris les particuliers, doivent obtenir une autorisation préalable de détention. Passé ce délai, les Psittacus erythacus, le perroquet gris en question, détenus seront en infraction et pourront faire l'objet d'une saisie et leur détenteur d'un procès verbal par la police de l'environnement. Et c'est la menace d'extinction qui pèse sur lui et son espèce qui vaut ainsi au célèbre perroquet gris du Gabon autant de règlements autour de sa possession. Le Vénard. Direction le Kenya, où nous retrouvons un autre drôle d'oiseau, mais version humanoïde. Il s'agit de Tatou Kamaou. Docteur de son état, Dame Tatou vient de lancer une action en justice pour légaliser l'excision dans ce pays d'Afrique de l'Est. Pourtant, l'excision interdite en 2001 au Kenya pour les moins de 18 ans a fini par être totalement criminalisée en 2011. Ce qui pour Dame Tatou pourrait être un précédent à une criminalisation des cultures du pays. Elle avance également l'argument du respect des libertés des femmes adultes de décider des sévices. C'est plus direct dit ainsi qu'elle voudrait infliger à leur corps. D'accord, mais curieux quand même. Au Nigeria, le président Mohamed Buhari devrait-il aller se reposer? C'est pas nous qui le disons. C'est une idée qui lui a été suggérée par l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo. Celui-ci évoquant les, je cite, pauvres performances du président Buhari depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Fin de citation. Il invite également à ne pas se représenter à la présidentielle de 2019 dans le pays. Dans cette lettre qu'il lui a adressée, Olusegun Obasanjo précise tout de même que le président Buhari n'est pas obligé de suivre ses conseils, mais lui glisse quand même qu'il, je cite, ne doit pas forcer la chance, ni abuser de la patience et la tolérance des Nigériens. Subtile façon de dire au revoir, le vieux. Finissons par l'Empire du Milieu. Le pays se dit déterminé à foutre le hip-hop et les tatouages hors de la télévision à coups de Mawashi et Maigeri. Cliché, je sais, non mais plus sérieusement, l'administration d'État et de la presse de la République et de la radio, du film et de la télévision de la République populaire de Chine vient d'interdire la culture hip-hop qu'elle qualifie de culture décadente, insipide, vulgaire et obscène. Une interdiction générale matérialisée par 4 règles ne pas. La mesure va jusqu'à prescrire de ne pas utiliser d'acteurs dont le cœur n'est pas aligné avec le parti et dont la moralité n'est pas noble. On se demande bien avec quel scanner on détecte l'autre là. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres actus. À demain pour d'autres actus et pour être plus complet avec l'actualité. Voyons, on ne sourit pas beaucoup, même si on est quand même un peu fiers. C'est avec fierté d'ailleurs que nous accueillons Frédéric Nonsi-Pagna. Bonjour. Bonjour Blanche. La minute de la CAN handball masculin, donc, qui se déroule du côté du Palais Polyvalent des Sports, ici à Libreville. Les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour les Panthères. Oui, les Panthères qui ont été éliminés, fin de parcours. Bon, pas fin de parcours, il y a les matchs de classement, mais fin de parcours dans cette course à une qualification pour le mondial. Il fallait passer ce tour de quart de finale. C'est une grosse déception parce que c'était le meilleur quart de finale que le Gabon pouvait s'offrir après sa deuxième place en match de poule. Le Gabon n'a pas su saisir sa chance.
c'était jouable. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On a vu quand même une équipe qui en voulait, qui a tenu bon, et ce n'est que vers la fin que cette équipe a dû céder. Vous savez, il y a beaucoup de détails. Déjà, le match, l'entame, elle n'était pas très bonne. En première période, l'équipe gabonaise a passé tout son temps à courir derrière le score. Le score à la mi-temps, je le rappelle, c'était 9-11 à l'avantage du Maroc. Excusez-moi pour la qualité de la voix. À l'avantage du Maroc. Vous avez beaucoup crié, on vous est excusé. Non, je n'ai pas crié, la fatigue. Donc, en deuxième période, on est bien revenu au score, mais comme je dis, ils n'ont pas su saisir, ils n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Mais ça s'explique par le manque d'expérience de certains joueurs. Le Maroc a l'habitude de ce genre de match couperet, jouer à cette étape, le Gabon ne l'avait jamais fait. Donc, je mettrais ça sur un manque de réussite et un manque d'expérience, oui. D'accord, mais il faut préciser quand même, au-delà du match Maroc-Gabon ou Gabon-Maroc hier, il y avait également 2 autres rencontres à l'affiche de ces quarts de finale. Oui, il y avait trois autres rencontres. Tunisie-RDC, comme on le disait, c'est sans surprise que la Tunisie est passée en demi-finale. De même que l'Égypte qui a écrasé le Congo. Mais le match le plus difficile, c'était celui de l'Angola-Algérie. L'Angola, je l'avais pronostiqué, est passé. Donc finalement, le tableau des demi-finales se présente comment? Il y a la Tunisie qui rencontre l'Angola et l'Égypte qui rencontre le Maroc. Et comment vous voyez, quelles sont les chances de chacune de ces équipes? Ça se dessine, hein, cette finale Tunisie-Égypte, elle se dessine clairement. Après, on ne sait pas si l'équipe angolaise, qui est dans une très bonne dynamique, sur une très bonne lancée, aura les ressources pour faire tomber l'équipe tunisienne qui est habituée à ce genre de match, qui est habituée à la demi-finale. C'est difficile d'imaginer l'Angola sortir la Tunisie. On va tout droit vers une finale Tunisie-Égypte. Ils se sont préparés pour, ils ont une organisation pour. Derrière, il y a cette excellente équipe angolaise qui suit, mais c'est pas encore le niveau de la Tunisie et de l'Égypte. Donc les dates fixes pour ces matchs, c'est quand aujourd'hui exactement? À 17h, 19h. Voilà. Donc 17h... 19h pour les demi-finales. 19h pour les demi-finales, donc ce sera forcément en direct sur votre chaîne Gabon Première. Vous aurez toutes les informations y afférentes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre info qu'il fallait savoir à tout prix? Quel est l'avenir des Panthères maintenant? Vous avez parlé d'un match de classement, autre chose? Il y a des matchs de classement. Quand vous arrivez en quart de finale, vous jouez les matchs de classement pour la 8e, 7e et 6e place. Donc, espérer que le Gabon termine au moins bien la compétition. On se demande s'ils ont les ressources, est-ce qu'ils seront encore motivés après cet échec. On sait qui seront les prochains vis-à-vis? Le tableau, le Gabon doit croiser encore le Congo à 15h. Okay. Le match de classement, c'est la 7e, 8e place. Et demain, il y aura encore d'autres matchs de classement. D'accord. On vous recevra donc volontiers sur ce plateau demain dans le cadre de 7 minutes de la CAN, bien sûr. Merci une fois de plus, Frédéric. Et nous vous souhaitons bonne guérison, peut-être, si on espère que ce n'est pas un vilain chat que vous avez dans la gorge. Ça va passer. Il faut le faire sortir de là. Mettez une souris dans les alentours. Le débat du jour, on vous le précisait à l'entame de cette émission, jusqu'à quel âge on devrait accompagner son ou ses enfants à l'école. Vous avez les contacts via Facebook, mais également via SMS pour réagir. Juste une petite pause et on reçoit le premier invité de ce numéro de l'Entre-deux. Et nous sommes en compagnie de M. André Ngoua. Il est le chef des services de la coopération et des relations internationales à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Précisez aux téléspectateurs la raison de votre présence ici. Demain, c'est donc la journée mondiale de la douane et sur l'éthique. C'est donc une journée qui est célébrée tous les 26 janvier. Et donc le Gabon, bien sûr, qui fait partie de l'Organisation mondiale de la douane, et M. Ngoua sur ce plateau pour nous en dire un peu plus. Déjà, à quel niveau sont les activités de célébration de cette journée? Bien, déjà, avant de répondre volontiers à votre question, permettez-moi tout d'abord d'adresser
les remerciements de la Direction générale des douanes et droits indirects pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir communiquer sur l'organisation de la Journée internationale de la douane 2018. Faites comme chez vous. Normalement, et exactement comme vous l'avez dit, la Journée internationale de la douane est célébrée chaque année par la communauté douanière internationale tous les 26 janvier de chaque année. Au Gabon, cette année, le directeur général a lancé les festivités de la commémoration de la Journée internationale de la douane 2018, de la journée d'hier, par l'opération Bureau des douanes et camp de douane propre dans les villes de Franceville et de Mwanda dans la province du Haut-Ogooué. Pourquoi une opération camp de douane et bureau de douane propre? Simplement pour montrer que la douane moderne, la douane du XXIe siècle, n'est plus une douane qui se consacre uniquement à la liquidation des droits et taxes, donc au prélèvement de l'impôt aux frontières, mais c'est aussi maintenant une administration citoyenne. Donc c'est pour cela que nous avons commencé avec cette opération qui a été lancée par le directeur général, M. Raymond Okongo, dans la province du Haut-Ogooué. D'accord, donc pour préciser que cette célébration ne concerne pas uniquement Libreville, bien sûr, vous essayez de l'étendre à tout le territoire. Tout à fait. La douane est une administration à compétence nationale dont les services sont implantés dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est pour montrer cette dimension nationale, cette dimension, ce déploiement territorial de notre administration que le directeur général a bien voulu lancer les commémorations de la Journée internationale de la douane 2018 à l'intérieur du pays. Alors demain, c'est le jour J, on va le dire ainsi, le 26 janvier, qui est donc la journée même. Et on sait que vous avez régulièrement, comme chaque année d'ailleurs, vous avez une journée assez chargée. Quel est le programme de demain? Alors, avant demain, il y a eu également aujourd'hui, donc avec la célébration d'une messe, d'accord, d'une messe d'action de grâce organisée en l'église catholique de Plein-Niger ce matin pour déjà remercier le Créateur pour l'opportunité qu'il nous offre encore de célébrer cette journée, mais également pour rendre hommage à nos prédécesseurs qui nous ont justement précédés dans la profession douanière. Alors, demain, 26 janvier 2018, c'est le grand jour. Alors, c'est toute la journée. À partir de 9 h, donc, la mise en place est terminée au siège de la douane à la zone industrielle de Lomé. Ensuite, nous aurons droit à 2 allocutions. Une allocution de circonstance du directeur général des douanes et droits indirects sur le thème de le thème de cette année. Sur le thème de cette année. On parle d'un environnement commercial sûr, au service du développement économique. Ensuite, il y aura une allocution de Monsieur le ministre ou de son représentant, si éventuellement il est empêché. Et à la suite de ces 2 allocutions, nous aurons droit à une cérémonie de remise de la médaille d'honneur des douanes aux douaniers les plus méritants, ou du moins qui se seront particulièrement affirmés au cours de l'année écoulée. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup dans cette journée, au-delà, bien sûr, du côté festif, c'est que vous avez prévu des tables rondes avec des thématiques bien précises. C'est exact. Donc, dans l'après-midi, après la pause déjeuner, donc, nous avons prévu 2 tables rondes. Alors, le thème de la première table ronde va porter sur un environnement propice. Alors, c'est quoi un environnement propice? Alors, un environnement propice, c'est un environnement qui garantit la prévisibilité aux opérateurs économiques, qui garantit la transparence des opérations aux opérateurs économiques, qui garantit la simplification des procédures, du moins qui est favorable à l'activité commerciale. D'accord. Voilà. Et donc, la deuxième table ronde va porter sur un environnement juste et durable. Un environnement juste parce que l'environnement commercial doit être équitable pour tous et durable parce qu'il y a également une dimension environnementale qu'il faut garantir pour permettre
la promotion du commerce et donc l'attractivité du commerce. D'accord. On revient un peu sur le thème de cette journée mondiale de la douane qui parle donc d'un environnement commercial sûr. Et cette journée justement a été mise sur pied afin que chaque pays membre de l'OMD puisse promouvoir les efforts et les activités fournies par son pays en matière d'amélioration de l'environnement douanier. Qu'est-ce qui est fait par le Gabon ou la douane gabonaise pour améliorer cet environnement? Alors, des actions concrètes sont initiées depuis déjà quelque temps dans le cadre d'un programme de réforme et de modernisation des douanes gabonaises. Tout d'abord, nous avons comme objectif principal celui de refondre le processus douanier. Qu'est-ce que c'est que refondre le processus douanier? Refondre le processus douanier, c'est adapter, c'est d'abord aligner nos régimes douaniers, aligner nos procédures douanières, aligner nos méthodes de travail aux normes et instruments internationaux et ainsi qu'aux pratiques douanières qui sont admises et reconnues au sein de la communauté douanière internationale. Donc, c'est déjà cela. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit déjà de permettre aux opérateurs économiques de disposer de l'information concernant leur cargaison avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier gabonais, pour leur permettre de procéder au dédouanement de leurs marchandises avant même que la marchandise n'arrive sur le territoire douanier. Et lorsque la marchandise arrive au port, ben, tout de suite, il s'agit de procéder à l'enlèvement. En gros, il s'agit de réduire les délais de dédouanement des marchandises. Il s'agit de réduire les délais de dédouanement des marchandises. Il s'agit également d'orienter l'action de l'administration des douanes sur la base de l'analyse et de la gestion des risques basée sur l'information préalable. Orienter donc l'action de l'administration des douanes sur des cargaisons qui présentent uniquement des risques élevés, de sorte que les transactions licites puissent subir le moins d'intervention possible de la part de l'administration des douanes. Alors cela c'est l'objectif, mais à l'heure actuelle s'il fallait faire une sorte d'évaluation à mi-parcours, à quel niveau sur une échelle de 1 à 10 vous pensez que la douane gabonaise se situerait? Bon, écoutez, il est difficile de procéder à l'évaluation d'une organisation sur une échelle mathématique, parce que une administration, ce n'est pas seulement des procédures, c'est aussi une organisation humaine. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que la douane gabonaise s'efforce de pouvoir satisfaire aux attentes des opérateurs économiques. La douane gabonaise s'efforce d'être à l'écoute des opérateurs économiques. La douane s'efforce de satisfaire aux exigences de mobilisation de recettes du gouvernement. Alors, il y a une expression qui retient notre attention dans ce thème. On parle d'un environnement commercial sûr. Oui. Et cette expression est soulignée même par l'OMD avec un lien avec la corruption. Donc, généralement, quand on pense douane, on pense forcément argent et corruption. Qu'est-ce que la douane gabonaise fait pour vraiment lutter et pour rendre son service le plus transparent possible? Je suis d'accord avec vous lorsque vous établissez le lien entre un environnement sûr et la problématique de la corruption. Il faut simplement d'abord relever que la sûreté dont il s'agit ici, il s'agit en réalité de sécurité économique. Alors, la sécurité économique revêt plusieurs aspects. Globalement, elle vise à, on va dire, à favoriser la confiance chez les opérateurs économiques. Donc, la confiance chez les opérateurs économiques. Et la confiance chez les opérateurs économiques passe également par un comportement exemplaire, un comportement professionnel et un comportement éthique de la part des douaniers. Et donc, des efforts sont faits dans ce sens. Tout d'abord, il y a un code d'éthique et de déontologie
qui a été élaboré par les services compétents de la Direction générale des douanes et qui a été distribué à l'ensemble des douaniers pour promouvoir l'éthique et la bonne gouvernance au sein de la douane gabonaise. Il y a également, dans le cadre du processus de réforme, une réflexion en cours sur le respect des règles déontologiques, sur la promotion de l'éthique et sur le respect de l'autorité hiérarchique. Et donc, il y a tout un travail qui est fait actuellement pour promouvoir le comportement éthique au sein de l'administration. Alors, c'est bien que vous-même vous le dites, hein, on est en train de promouvoir au niveau de la douane, donc c'est-à-dire qu'on a eu un constat qu'il y avait problème. Donc si on promeut cette éthique-là, ça veut dire qu'au départ, il y avait un constat de problème pour sortir et vous libérer. Je suppose que vous avez sûrement un programme assez chargé. Demain, c'est donc la journée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la douane gabonaise se porte bien ou très bien? Comment vous qualifierez l'état de santé de la douane gabonaise? Alors, la douane gabonaise est en mutation. Je pense qu'il vaut mieux prendre les choses sous cet angle-là. La douane gabonaise est en mutation. Des efforts sont faits pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes de l'administration, donc des opérateurs économiques, importateurs et exportateurs, pour répondre également aux attentes des autres partenaires, donc des autres agences gouvernementales qui interviennent aux frontières, et également et principalement aux attentes du gouvernement qui nous assigne des objectifs chaque année et pour lesquels nous sommes résolument engagés. D'accord, merci Monsieur André Ngoua. Je rappelle que vous êtes donc le chef service de la coopération et des relations internationales à la Direction générale des douanes et des droits indirects. On vous souhaite bonne fête déjà, puisque vous êtes déjà dans la fête, et bonne fête également à tous les douaniers et douanières qui nous regardent. C'est la grande famille de la douane gabonaise et même mondiale. Bonne fête à tous. On vous laisse et nous on va en cuisine retrouver Léa et le chef Michel Colorec de l'École supérieure La Taupe Noire. Qu'est-ce qu'on mange? C'est tout de suite. Bonjour Léa. Bonjour Blanche, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre rubrique Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Nous sommes toujours à l'École supérieure de cuisine La Taupe Noire en compagnie de notre chef, le chef Michel Colorec. Bonjour chef. Bonjour Léa. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci, super. Alors c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour revisiter notre patrimoine culinaire. Alors aujourd'hui, nous allons revisiter un grand classique, lequel? Alors aujourd'hui, nous allons revisiter la gazelle à l'Odica, qui est un plat de chez nous, beaucoup apprécié dans nos villages, parce que c'est déjà là-bas où on fait la chasse. Donc là, nous allons revisiter un de ces classiques que je vais assaisonner à ma sauce. Et pour ça, nous aurons besoin déjà de gazelle. Là, nous avons un gigot qui a été désossé et attaché en rôti. Nous aurons besoin de poireaux, d'odica, d'oignons, fond de bœuf. Et là, nous avons de la tomate, du sel, du persil et du poivre. Comme accompagnement, nous aurons également des tarots. Alors, nous allons commencer notre recette par faire cuire notre gazelle. On va la faire dorer sur sa partie extérieure. Pendant ce temps, nous allons mettre une deuxième poêle sur le feu. Nous prendrons nos oignons, nos poivrons, notre persil et nos tomates. Nous allons commencer par nos poireaux ainsi que les oignons. Voilà. Pendant ce temps, nous allons mettre un peu d'eau dans une casserole afin de pouvoir cuire nos tarots.
peu de sel, un peu de poivre du moulin. Ensuite, nous mettrons nos tomates et notre persil. Voilà. Voilà. Nous allons utiliser notre marmite comme un four et cuire à l'étouffée. Juste un peu d'huile dans laquelle on va mettre notre Odica. Nous allons passer notre Odica à la poêle. Maintenant, nous allons récupérer notre jus de cuisson. On retire notre rôti. On incorpore le jus de cuisson dans l'Odica. On n'oublie pas de saler. Ok, notre sauce a réduit, vous voyez. Maintenant, nous allons la passer au mixeur. Nous allons commencer d'abord par mettre notre sauce. Notre petite confit. On termine par quelques herbes fraîches et un petit filet d'huile. Et voilà Léa, notre plat est prêt. Il ne reste plus qu'à le déguster. Alors on va passer à la dégustation. Alors, vous pouvez constater, notre taro est bien cuit. La viande, je l'ai faite à point, ce qui change un peu. Un peu de sauce. Alors c'est vrai, l'aspect c'est vraiment moderne, mais on retrouve bien le goût du chocolat. Oui. Mais peut-être avec une petite touche particulière, une petite touche... C'est ma touche personnelle. La touche de Chef Michel. Mais c'est très délicieux, chers téléspectateurs. Blanche Bitka, j'espère que vous avez bien pris vos notes. Nous avons revisité un grand classique de la cuisine gabonaise, l'Odica, fait avec la gazelle. Avec la gazelle. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir revisité ce plat-là aujourd'hui? Personnellement, c'est une grande joie pour moi. Parce que, là encore, j'essaie de démontrer qu'on peut faire quelque chose de bien avec notre cuisine. Avec l'Odica, qu'on appelle le chocolat. Voilà. Alors, Chef Michel, merci pour votre générosité. Merci à vous. Merci pour votre connaissance. Merci pour ce partage d'expériences culturelles. Blanche Bitka, chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette, pour un partage de connaissances culturelles avec le Chef Michel. Merci. Bon appétit chez vous.
Bon appétit Léa, bon appétit à vous. Hein. Nous ici on parle et vous vous mangez en cuisine. En tout cas ça avait l'air très délicieux. Je vous rejoins tout juste après l'émission. Nous ont rejoint sur ce plateau Silver Boussamba et Sylvie Tchandji-Touré. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. J'aime bien vous répondre à l'unisson. J'espère qu'on parlera en détaché après. Alors Silver, vous êtes, on vous connaît, hein, on ne vous présente plus au public gabonais. Vous êtes ce coach-là que tout le monde aime, cet entrepreneur qui sait motiver. Mais aujourd'hui, vous êtes là en votre qualité d'initiateur du café numérique, le tout premier café numérique de Libreville. Alors, dites-nous en plus. On sait que c'est une rencontre entre les professionnels ou les amateurs du numérique. Comment vous est venue cette idée et ça comporte quoi, ce café numérique? Alors, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous connaissez quelle est la capitalisation boursière de Total? Non, monsieur. Très bien. Total, sa capitalisation boursière avoisine les 140 milliards de dollars. D'accord. Vis-à-vis de cela, on peut se dire que Total est une entreprise qui a une très belle réussite mondiale. Si on regarde la capitalisation boursière de Google, qui avoisine les 800 milliards de dollars, et celle de Apple aussi qui avoisine les 800 milliards de dollars, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, de notre temps, les entreprises qui creusent dans la connaissance gagnent beaucoup plus d'argent que celles qui creusent dans la terre. D'accord. Alors, on se retrouve en fait à basculer tout doucement vers l'économie en fait de la connaissance. Quand on parle de l'économie de la connaissance, il y a un aspect important qu'il faut pouvoir mettre en avant. L'économie de la connaissance, elle est infinie des deux côtés. Ça veut dire qu'on peut puiser à l'intérieur de cette économie, donc on peut faire comme fait Total, hein, de l'exploration, on peut explorer dans la connaissance à l'infini. Elle est inépuisable, cette économie de la connaissance. Mais aussi, de l'autre bout, on peut produire à l'infini et de manière exponentielle. Par exemple, dans l'économie de la connaissance, ma connaissance plus la vôtre crée une troisième connaissance. Donc 1 plus 1 égale 3. On comprend donc aisément pourquoi des entreprises qui ont choisi la nouvelle économie qui s'appuie sur l'économie de la connaissance gagnent beaucoup plus d'argent que les entreprises qui exploitent des ressources minières, par exemple. Alors, on se rend bien compte qu'il est possible, donc, à notre pays aussi de se reconvertir. D'ailleurs, on parle de diversification de notre économie. Si on veut faire comme la Corée, je prends l'exemple de la Corée aujourd'hui, quand on regarde l'indice de développement de l'économie numérique dans le monde, la Corée se positionne comme le premier pays. On parle de la Corée du Sud. La Corée du Sud exporte beaucoup plus que la Russie. Alors la Corée, c'est un tout petit pays et la Russie, c'est un pays continent. Comment est-ce possible? Parce que la Corée exploite la connaissance. Donc aujourd'hui, les téléphones, les semi-conducteurs, les télévisions, toutes ces technologies, parce qu'il faut rappeler une chose, la technologie vient d'un ensemble de techniques. Les techniques, ce sont des connaissances. Bien sûr. Voilà. Donc ils font énormément de recherche, et de cette recherche qui travaille sur la partie immatérielle, on arrive à créer des produits physiques. Voilà. Et donc, Donc si la le connaissance Gabon, devient la base de richesse. voilà, si aujourd'hui le Gabon veut se reconvertir et est en train de se reconvertir, il serait intéressant que l'on accentue cette reconversion vers l'économie de la connaissance, parce que déjà elle est inépuisable et puis elle est exponentielle en termes de Elle est production. même renouvelable. Ouais. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que lorsque je vous donne 10 000 francs, c'est 10 000 francs qui sortent de ma poche pour aller dans la vôtre. C'est moins 10 000 chez moi, c'est plus 10 000 chez vous. Mais quand je vous partage une connaissance, je ne perds rien du tout. C'est quelque chose d'important. Alors, il nous faut arriver à fédérer toute une communauté qu'on appelle un écosystème qui est là pour en fait permettre de créer de nouveaux services et de
soutenir le développement d'autres services. Pour avoir cet écosystème, il faut réunir tous les acteurs du numérique. D'accord. Alors, par acteurs du numérique, on a les opérateurs télécoms, qui sont le plus connus, mais on a des institutions, on a des agences gouvernementales qui font partie des acteurs importants de l'économie numérique. Nous avons l'ARCEP, nous avons l'ANINF, nous avons la SPIN, on a le gouvernement qui a une politique, le Gabon numérique, on a toutes les entreprises qui sont consommatrices, les grosses entreprises consommatrices du numérique, il faut les avoir autour de la table. Il faut aussi les entreprises qui produisent des services numériques ou qui aident à concevoir des services numériques. On a des entreprises qui évoluent dans le domaine de l'informatique ou du réseau. Là, c'est la partie professionnelle, Voilà. parce qu'en fait, vous parlez de professionnels et amateurs. Voilà. Pardon. Dans les amateurs, on a les passionnés, on a des passionnés du numérique, mais on a aussi la population qui est intéressée par le numérique et ses nouveaux usages. Et on a aussi les professionnels du métier du numérique qui évoluent dans de grandes entreprises ou qui sont indépendants, qui peuvent être aussi entrepreneurs. Donc il faut arriver à fédérer donc, tout cet écosystème, c'est déjà une chose. Pourquoi ? Parce que en les connectant, en les mettant ensemble, lorsqu'on se met ensemble, on commence par partager des idées. D'accord. Quand on partage des idées, on va partager des connaissances. Et lorsqu'on partage des connaissances, on crée de nouvelles connaissances, qui sont des techniques, qui sont donc des technologies. Et quelqu'un a dit, la technologie ne sert à rien si elle n'a pas de cœur. Effectivement, il faut qu'elle soit au service. Mais au service de quoi ? On s'est bien rendu compte aujourd'hui que le numérique touche tous les secteurs et tous les domaines d'activité. Le numérique touche le secteur des transports, Bien sûr. les médias, l'immobilier, la banque. Je pense qu'en comptant, il faut compter plutôt les secteurs que le numérique ne touche pas. Je pense que là, ce serait plus facile pour vous, parce qu'en fait, le numérique touche tous les secteurs Tous aujourd'hui. les secteurs. Et donc, si dans tous ces secteurs, on a un certain nombre de problèmes, on a un certain nombre de problématiques, c'est ces services numériques qui vont être créés, qui vont être là comme des solutions à ces problèmes qui ont été identifiés dans tous ces secteurs. Donc, le numérique comme une solution pour résoudre des problèmes identifiés dans un certain nombre de secteurs. Donc, le café numérique, c'est un forum, c'est un grand forum. D'accord. Il y a une dimension conférence, mais réellement, le plus important, c'est la partie forum. C'est la partie échange, c'est la partie partage. C'est là où les services numériques se créent. Et c'est un espèce de grand brainstorming, une espèce de grand remue-ménage où tout le monde se retrouve et ensemble, on arrive avec une culture assez particulière. La culture, c'est la culture du pourquoi pas. C'est pas la culture du pourquoi, parce que le pourquoi est accusateur et il est négatif, alors que le pourquoi pas est très positif. Il ouvre des voies d'exploration Voilà. également. C'est la culture de qu'est-ce que je manque ? Qu'est-ce que je suis en train de rater ? Pourquoi ? Parce que la vérité, elle est partagée. D'accord. Chacun de nous a une parcelle de la vérité. Et lorsqu'on se met ensemble, on arrive à avoir un tableau beaucoup plus clair de ce qu'il faut faire. Donc, il faut ramener les gens ensemble, faire en sorte qu'ils se parlent, faire en sorte qu'ils arrivent à créer des choses ensemble. Et après, il faut conduire. Il faut conduire cette création. D'accord, Il donc- faut la suivre, il faut la Si l'on comprend développer. bien, ce sera donc la première étape de toute une longue histoire longue en matière Exactement. du numérique au Gabon. Sylvie Tchanzi-Touré, vous êtes la coordinatrice de ce projet-là, Oui. les cafés numériques. Alors, de quoi est-ce que ça aura l'air quand on va arriver à l'IFG ? Je rappelle, juste pour les téléspectateurs, c'est le 27, c'est cela, Exact. dans la salle 400 de l'Institut français 100. du Gabon, dans la salle 100 de l'Institut français du Gabon. De quoi est-ce que ça aura l'air ? Il a parlé d'un forum, est-ce que, voilà...
Comment, quelle est la configuration? Bon, alors, avant de passer à la configuration, il est important de se dire que le numérique a quelque chose de fantastique, c'est qu'on ne regarde pas le genre. Donc, on ne regarde pas nécessairement si c'est un homme ou si c'est une femme, tant que tu as les capacités et les qualités pour remplir une mission, bien pour développer une certaine connaissance dans le numérique, ben, tu te lances. Donc, ça va être, comme le disait Silver, ça va ressembler beaucoup plus à un brainstorming, à un partage. Et d'ailleurs, notre slogan pour le café, c'est connecter, innover et développer. D'accord, donc c'est vraiment un moment d'échange, de partage. Il y aura des professionnels, il y aura des passionnés, il y aura aussi des personnes, des étudiants, enfin des personnes qui ne maîtrisent pas, nécessairement le numérique, mais qui sont intéressés par le numérique. Et voilà, donc c'est une première. Est-ce qu'il y aura phase. une thématique qui va sous-tendre les discussions? Exactement, la thématique choisie pour ces premières séries, parce que ce n'est pas uniquement pour demain, c'est les pionniers de l'Internet. D'accord. Donc, pour montrer aux populations et aux professionnels qu'avant d'être intéressés par tout ce qui est numérique, par tout ce qui est numérique, il y a bien eu des antécédents, et ramener tout ça au beau fixe, parler de la jeunesse jusqu'à arriver où nous sommes aujourd'hui, c'est assez important. Alors, vous avez parlé de professionnels. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques noms ou c'est... Alors, C'est des surprises, c'est à non, découvrir ce sur pas place? des surprises. Alors pour cette première, pour samedi, cette première édition du café, nous avons la participation de IP9 avec son directeur général, Monsieur Raz Birama. On a la participation de la NINF avec Monsieur Wilfried Mengue. Et on a la participation de GVA Gabon avec son responsable marketing, directeur Franck Ennemé. D'accord, donc vous avez dit c'est pas que le 27, ça s'étendra. Voilà, ça s'étendra à chaque dernier week-end de chaque mois, d'accord, à commencer par celui du mois de janvier. Donc voilà, c'est un Vous avez un délai pilote, 1 an, 2 ans? Délai pilote 1 an. 1 an. Ouais. Et qu'est-ce que vous espérez, Silver, au bout de cette année? Quel est votre objectif? Vous souhaitez arriver à quoi au bout de l'année? Alors, lorsque l'on veut innover, on l'a dit tout à l'heure, il faut arriver à mettre les gens en commun. Toutes ces idées qui vont naître de ces différentes rencontres, il y a un certain nombre d'incubateurs sur la place qui peuvent accompagner les différents acteurs qui seront mis en commun à faire grandir ces projets. Donc, derrière, c'est d'arriver à concrétiser. Vous voyez? Si on remonte, je prends un exemple, si on remonte 7-8 ans en arrière, d'accord, et que vous êtes une entreprise qui fait dans la fourniture d'eau et d'électricité, par exemple. Et moi, je suis un opérateur télécom qui a des solutions de mobile money. Le fait de se parler, vous et moi, peut emmener la naissance d'une solution qui permet d'acheter du crédit d'électricité avec du mobile money. Aujourd'hui, c'est une réalité, mais c'est né de ce genre d'échange. Donc de ce café-là pourrait sortir des projets, ou alors certains jeunes porteurs de projets pourraient voir leur projet encadré et soutenu grâce à peut-être vos partenaires. Vous Voilà. avez forcément des partenaires. Exactement. On ne va pas simplement mettre l'accent sur les grands professionnels, mais il y aura aussi au café des interventions d'un certain nombre d'entrepreneurs du numérique. Donc de jeunes entrepreneurs du numérique pourront parler aussi de leurs produits, de leurs services numériques qu'ils ont créés. Et derrière, les programmes d'incubation et les programmes d'accélération qu'ont les différents incubateurs vont permettre de pouvoir emmener à la réalisation de ces produits, de ces services. D'accord, merci beaucoup Silver Boussamba et Sylvie Tchanditouré. Je rappelle donc que vous êtes l'initiateur et la coordinatrice du tout premier café numérique qui se tiendra donc samedi à Libreville, à l'Institut français du Gabon. Si vous êtes amoureux d'Internet, vous avez peut-être un contact, une page Internet où on peut, où des personnes intéressées pourraient se rendre pour avoir plus d'informations? Bien sûr, on a la page Café numérique de Libreville, présente sur Facebook. Mais également, je tiens à préciser que comme on est dans le numérique, on a la possibilité aussi de poser des questions
pour samedi via la page Facebook ou via les réseaux sociaux. Vous serez en direct? On aura des directs, mais aussi on va prendre des interventions en direct aussi, des questions posées en direct par toutes les personnes intéressées, excusez-moi, par la thématique. Et juste pour préciser aux personnes que si vous souhaitez poser vos questions, vous avez le hashtag CAFENLBV, c'est bien ça, Sylvia? Et vous avez l'opportunité de poser toutes vos questions et on va les relayer. C'est vrai que les personnes à l'intérieur du pays se plaignent souvent que tout se passe à Libreville et qu'elles n'ont pas de moyens d'intervenir. C'est donc une occasion là. On rappelle d'ailleurs, c'est affiché au bas de l'écran, CAFEN LBV, c'est le hashtag pour pouvoir poser des questions. Merci une fois de plus. Je l'ai déjà dit, mais je vous remercie encore et bon courage surtout à vous. Revenez quand vous voulez, les portes vous sont ouvertes. L'entre-deux se poursuit. Cette fois, nous accueillons Irène Dembe. Nous allons à l'école. On continue de parler de la gestion des conflits. Aujourd'hui, c'est dans le couple. À tout de suite. Comme à l'école, bientôt, dans quelques secondes, juste le temps pour nous de rappeler le thème du débat de ce jour. Jusqu'à quel âge devrait-on accompagner son ou ses enfants à l'école? Les réactions nous parviennent. Méa nous dit la question peut être abordée de différentes manières en fonction de la proximité de l'établissement. Mais à mon humble avis, cela dépend de la moralité de l'enfant. Si l'école est tout près de la maison, au cas contraire, pour un enfant bourrou, il l'a mis entre guillemets, comme on dit chez nous, jusqu'à 12 ans. Avis que je prends avec beaucoup de pincettes parce que moi j'allais tout seul à l'école quand j'étais tout petit et rassurez-vous, l'établissement n'était pas si proche de la maison que ça. D'autres téléspectateurs ont réagi via SMS. Bonjour, moi je trouve qu'on devrait accompagner son enfant à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans parce qu'à 18 ans, ce n'est qu'à 18 ans qu'on est adulte. C'est l'avis de Ferry Melvino Minto qui nous écrit depuis Bitam. Bonjour à l'émission Entre deux. Nous avons du mal à bien écouter ce que disent les invités. Merci beaucoup pour les remarques qui seront prises en compte. C'est un message de Ghislain Ando de Mélène qui n'a pas réagi sur le débat du jour. Mais merci pour votre remarque. Cela prouve que vous nous suivez. Bonjour, c'est Laetitia depuis Libreville. Je peux dire que jusqu'à 6 ans, il faut accompagner son enfant à l'école. Les réactions restent attendues pour le moment. Nous donnons la parole à Irène. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours. Plaisir également. Nous allons à l'école de la gestion des conflits aujourd'hui, mais dans les couples. Nous allons à l'école de la gestion du couple, on va dire, au quotidien. Vous savez que la vie de couple n'est pas un lent fleuve tranquille. Il y a les tracas du quotidien, le stress et puis des tensions peuvent arriver. Que faire lorsque cela va dans tous les sens, lorsque vous vous chamaillez violemment et que chacun campe sur ses positions, lorsque vous ne pouvez plus dialoguer l'un avec l'autre? Eh bien, il faut d'abord, Blanche, et nous allons le faire premièrement, nous interroger sur l'origine du conflit. Premièrement, dans les couples, il y a un souci un problème s'agissant des comportements. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a bien souvent des tensions. Est-ce qu'un membre du couple pose des actes qui blessent son conjoint? Est-ce qu'il le rabaisse constamment? Est-ce qu'il le dévalorise? Par exemple, il y a un grand nombre de situations, nous n'en avons évoqué que quelques-unes. Il y a également des problèmes s'agissant de la communication. Vous prêtez des intentions à l'autre, vous n'écoutez pas ce que vous dit l'autre car vous estimez
que vous êtes celui qui a toujours raison. Vous ne parvenez pas à exprimer vos émotions parce que vous vous sentez étouffé par l'autre, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Et à un moment donné, hein, on va dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous n'en pouvez plus. Le résultat, ce sont les cris, les échanges violents, les éclats de voix, et cela va dans tous les sens. Alors, ce qu'il faut dire, premièrement, c'est qu'il y a des attitudes à adopter lorsque vous sentez que le conflit va bientôt éclater. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Si vous avez affaire à un conjoint qui commence à crier, vous devez rester calme, ne pas continuer sur cette voie parce que cela ne va déboucher à rien de bon. Vous ne pourrez arriver à rien de bon en adoptant la même attitude que l'autre qui se braque, qui crie, qui hurle. Eh bien, vous lui laisserez donc le temps de se calmer, hein. C'est ce qu'il faut dire premièrement. Et lorsqu'on est en situation de tension, il ne faut pas maltraiter son conjoint psychologiquement. Qu'est-ce que j'entends par là? Bouder pendant des semaines, refuser de lui parler, faire chambre à part, rentrer tard le soir pour l'irriter, hein, ou quitter la maison momentanément. Ce sont des comportements que nous qualifierons de comportements inappropriés s'agissant du couple. Alors, ce qu'il faut faire lorsqu'il y a véritablement des tensions blanches, il faut faire le premier pas, mettre son orgueil de côté, parce qu'en situation de couple, il n'est pas question... Il n'y a pas d'orgueil en amour. Voilà, le mariage n'est pas une épreuve de force. Vous n'êtes pas des adversaires, vous êtes les membres d'une famille, vous êtes un couple, donc ce n'est pas tant j'ai raison, il a tort, j'ai gagné, j'ai perdu, ce n'est pas ainsi qu'il faut percevoir la relation de couple. Vous êtes membre d'une famille et vous bâtissez quelque chose de beau ensemble. Donc la solution, ce serait véritablement de décider, même s'il y en a un qui ne veut pas s'ouvrir au dialogue, de décider d'être celui qui va faire le premier pas, même si on estime qu'on a raison, on va être celui qui prendra sur lui peut-être pour faire le premier pas, aller vers l'autre et décider d'avoir cette discussion à cœur ouvert. On parle de dialogue constructif pour arriver à quelque chose, parce que ce sont ces petites choses qui bien souvent s'accumulent, qui créent de véritables problèmes au sein du couple. Cela commence petit et après ce sont des fossés. On se regarde, on ne se voit plus, on cohabite et on a l'impression d'être en face de quelqu'un qui est étranger. Donc il faut rapidement régler ces problèmes de communication. Alors, que faire? Il faut exprimer au cours de cet échange, hein, on décide de s'asseoir, on décide de parler, il faut exprimer véritablement ce que l'on a au fond de soi, dire mais avec la méthode quand même. Tout ce qui, justement, on va le voir dans un petit moment, Blanche, dire tout ce que l'on ressent, tout ce qui ne va pas, et chacun doit être, c'est important, disposé à écouter l'autre. Et il faut comprendre les reproches qui sont formulés, reconnaître les torts et être ouvert à la critique, c'est important. Exactement. Sinon, on n'avance pas dans ces conditions. Et exprimer des regrets, autre écueil en matière de vie de couple, savoir dire « je me suis trompée », je te demande pardon. C'est parfois difficile de présenter des excuses. Alors, que faire pour bien communiquer? Parce qu'en définitive, ce sont des problèmes liés à l'absence de dialogue, de communication. Il faut choisir, comme vous le disiez à l'instant, Blanche, les mots qui conviennent. Alors, les maîtres mots de la vie de couple sont l'amour, la bienveillance et le respect. Exprimer son point de vue avec bienveillance, pas de façon sèche. On peut dire des choses, mais comme vous le disiez, avec la manière, il faut tenir compte de l'autre. Lorsqu'on a décidé de s'unir à quelqu'un, on ne peut pas se comporter comme un individu qui vit seul et qui ne se préoccupe pas des sentiments, du ressenti de l'autre. Ce n'est pas ainsi que l'on envisage la vie de couple. Il faut éviter les injures, les chantages, les menaces, les remarques déplaisantes, dévalorisantes, éviter de dévaloriser, d'humilier constamment votre conjoint. Si vous avez décidé de vous unir à cette personne, c'est que vous reconnaissez que cette personne est quelqu'un de plaisant, d'agréable, qu'elle a des points positifs. Alors pourquoi passer votre temps à ne ressasser que ce qui est négatif? Il faut valoriser son conjoint, ne laissez pas s'accumuler les non-dits, les frustrations, hein, c'est ce qui est bien souvent à l'origine des séparations. Instaurer, c'est véritablement important,
un temps de dialogue si vous ne pouvez pas le faire quotidiennement, le week-end, prendre le temps de se regarder, de parler même de choses qui vous paraîtraient banales, mais prendre le temps de passer un moment ensemble, de parler et puis faire des compromis, des concessions. Une vie de couple, c'est deux personnes qui ont peut-être des différences, des divergences. Et donc, il faut que chacun décide de céder un peu de terrain à l'autre. J'accepte ceci, à condition que tu acceptes cela, et nous pourrons ainsi aplanir les divergences, ne pas laisser en situation de conflit l'amertume et le ressentiment prendre le dessus, parce que cela nuirait fortement à la relation de couple. Et pour terminer, Blanche, il y a 3 mots magiques, comme on le dit souvent avec les enfants. S'agissant du couple aussi, il y a 3 mots magiques. Eh bien, c'est l'amour, c'est la patience et la douceur. Si vous vous appropriez ces mots magiques, il n'y aura véritablement plus de problèmes. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut parler. Il ne faut jamais garder en soi, parce qu'après, c'est l'accumulation. Et savoir comment dire les choses avec bienveillance, avec amour. Avec douceur, vous avez dit amour, douceur et respect. Justement. Ça, et puis, ce qu'il faut dire, c'est véritablement qu'il faut faire ressentir à l'autre qu'il compte pour vous. Si vous avez choisi de l'inclure à votre vie, à votre existence, c'est que c'est quelqu'un de spécial. Faire ressentir à l'autre qu'il est spécial, c'est ce qui compte pour une relation de couple. Malheureusement, mais je crois qu'ainsi, il n'y aura pas de... C'est vrai qu'il y a des disputes dans les couples, mais lorsque les problèmes deviennent répétitifs et que les divergences s'installent et s'enlisent, la conséquence à long terme, c'est d'être deux personnes qui cohabitent parce qu'elles ont peut-être des enfants, mais qui n'ont malheureusement plus rien à partager. Et c'est dommage. Voilà, merci. J'espère que vous avez retenu la leçon du jour. Comment gérer les conflits dans le couple. Demain, on parlera également de comment gérer les conflits, mais cette fois... Ce sera lundi plutôt. Ce sera lundi. Ah oui, dans la fratrie, entre frères et sœurs Blanche. J'aime quand vous êtes là, vous êtes les parents, vous avez des enfants, et puis il y a des tensions qui naissent. C'est un peu comme le manager hier. Justement, comment faire pour mettre de l'ordre entre les frères, pour qu'il n'y ait pas de frustration non plus. Pierre. Voilà, justement. Voilà. Donc, lundi, on parlera. Pourquoi vous ne venez pas le vendredi? J'ai besoin de vous tous les jours. Bon, bref, lundi, on parlera donc de la gestion des conflits entre les enfants, bien sûr, en tant que parents. Comment gérer et ramener le calme, bien sûr, entre ces enfants. Juste en 1 minute, peut-être nous donner votre avis sur le thème du jour. Jusqu'à quel âge vous pensez qu'il faudrait accompagner un enfant à l'école? Alors, peut-être pas l'âge, mais je vais parler du cursus, on va dire, jusqu'à la fin de son parcours à l'école primaire. Primaire, pré-primaire. On estime que lorsqu'il va au collège, il est un peu plus grand et qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais il y a parfois des circonstances qui amènent les parents à demander à leurs enfants d'aller à l'école. Mais il faut attendre quand même que l'enfant soit quand même un peu plus grand. Si on parle d'école primaire, il sera peut-être en 5e année ou en 4e année. Et le trajet qui le conduirait à l'école ne serait pas un trajet compliqué. Peut-être que l'école serait pas très loin de la maison et qu'il y aurait pas trop de voies à traverser, pour les enfants, parce qu'il y a des spectacles parfois qui nous choquent, de petits gamins qui sont désemparés parce qu'ils essaient de traverser une voie et qu'ils n'arrivent pas à le faire convenablement. Donc, il faut privilégier, s'agissant des enfants, la sécurité. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut les laisser quitter le nid. Ils doivent également faire preuve d'autonomie. Mais tant qu'on peut encore veiller sur eux, autant le faire. Bah oui. Alors, merci beaucoup une fois de plus. On vous souhaite déjà bon week-end puisque vous ne serez pas avec nous demain. Vous allez rater tout ce qui se passera ici demain. On ne vous gardera rien. Quant à nous, on vous demande de prendre une pause avec cette rubrique Le Geste Quotidien. Aujourd'hui, on parle de comment et quand se laver les mains. C'est très important, même si vous avez l'impression qu'on en parle tout le temps. La répétition est la mère des sciences. Donc, regardez et on se reparle juste après. Il existe en effet de nombreuses occasions dans une journée où se laver les mains devrait être systématique. À commencer par le passage aux toilettes, qui demande une hygiène des mains irréprochable pour éviter des maladies telles que la gastro. Il est important de se laver les mains avant et après votre passage aux toilettes.
Lorsqu'on prend les transports et qu'on rentre à la maison, les mains sont chargées de germes et un bon lavage permet de s'en débarrasser. Avant de prendre un repas, il est impératif de se laver les mains avant de cuisiner, après avoir découpé de la viande crue et avant de passer à table. Selon certains spécialistes, le lavage des mains doit aussi être systématique avant de se laver les dents, surtout si on utilise du fil dentaire et à chaque fois que l'on se mouche si on est malade. Il est également recommandé d'avoir les mains propres avant de s'occuper des bébés, car ces derniers sont plus sensibles aux germes. Bien que se laver les mains soit un geste facile, pour qu'il soit efficace, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Après un lavage de 30 secondes, on se sèche les mains avec une serviette propre, sèche ou à usage unique. Se laver les mains, ce geste simple, dont beaucoup arrivent à s'en passer de la journée, est pourtant un geste important. Il permet d'éviter de nombreuses maladies et même de réduire le taux de mortalité dans les hôpitaux. De retour sur ce plateau avec le dernier invité ou la dernière invitée de ce numéro de l'Entre-deux. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Gabon Première. Claudine Mavioga nous a rejoint, prophétesse. Oui. Et bien sûr, vous êtes là pour le compte de l'association Gabon pour Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche. C'est un plaisir de vous recevoir, même si vous êtes coutumière des lieux, mais nouvelle version en tout cas, bienvenue à vous. Vous nous parlez aujourd'hui de la 4e édition de la convocation solennelle à la prière nationale. Voilà. Oui, nous sommes. Que Dieu bénisse d'abord cette émission. Amen. Et qu'elle dure longtemps. Amen. Pour tous les Gabonais et les Gabonaises. En tout cas, on en a besoin, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'activités qui fassent en sorte que les Gabonais puissent aller à l'extérieur, au moins quand ils sont dans leur maison, qu'on puisse les informer, les éduquer au travers de la télévision. En effet, nous sommes en train d'organiser la 4e édition de la convocation solennelle de prière nationale qui va se dérouler au Panne d'Or le 1er février. C'est une date arrêtée, nous le faisons tous les 1er février. Nous prions pour la nation gabonaise et nous avons comme verset de base de Chroniques 7,14 qui dit « Sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je guérirai leur pays de haut des cieux, je vais l'exaucer, je guérirai leur pays. » Donc nous nous rassemblons très souvent pour prier ensemble, les serviteurs de Dieu, le peuple gabonais, ensemble pour prier pour la guérison de notre pays. Alors on a envie de vous demander comment est venue l'idée pour la première édition. Qu'est-ce qui vous a poussé à penser à une prière pour la nation? Bon, disons que Gabon pour Jésus d'abord est une association confédératrice qui réunit différents serviteurs de Dieu qui ont différents ministères, différentes églises. Nous travaillons dans le cadre du corps de Christ et donc voyant tout ce qui se passait au Gabon, la dépravation des mœurs, comment les gens se comportaient les uns vis-à-vis des autres, où nous voyons que le côté animal, bestial a pris vraiment le dessus sur le côté de l'amour, le côté de la compréhension, avec tous les combats qui en ce moment. C'est alors qu'en 2015, nous avons décidé de rassembler les serviteurs de Dieu, car l'Église était rempart contre toutes ces choses. L'Église, vraiment, c'est la colonne de la vérité, c'est la lumière qui éclaire au milieu des ténèbres, et nous sommes des directeurs de conscience. Nous avons décidé de nous lever dans la prière, ensemble, pour implorer notre Dieu, pour pouvoir étendre sa main dans notre nation. Et c'est comme ça que nous nous sommes réunis la première fois en 2015, 2016, 2017 et là, aujourd'hui, 2018. Bien sûr, la première édition a été une édition qui a été différente parce que la première édition, nous avons réuni vraiment les serviteurs de Dieu de la place. Et c'est selon les thèmes, selon la vision que nous voulons avoir pour le temps du moment. C'était une première fois, donc nous étions tous ensemble, les serviteurs de Dieu d'origine gabonaise, d'origine d'ailleurs, parce que la Bible nous dit aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Si Dieu a amené certains serviteurs de Dieu ici, ce n'est pas en vain, c'est toujours l'Église avec grand E. Donc nous nous sommes rassemblés et nous avons prié à l'époque à Akébé chez l'évêque Moreau.
La deuxième édition, c'était une édition plus de délivrance. Nous avons invité le prophète John Shi du Cameroun, qui est venu, où vraiment le Seigneur a étendu sa main, c'était au gymnase de Lumi. La troisième édition, nous avons invité, nous sommes accordés avec le ministère Montagne de Feu du docteur Olukoya, qui a envoyé son adjoint. Nous avons prié pour la délivrance et la destruction des hôtels au niveau de notre nation. Cette fois-ci, nous sommes dans le cadre de la nuit est avancée, le jour arrive. Justement, on reviendra sur le thème tout à l'heure et le pourquoi de ce thème. Est-ce que vous avez l'impression, 4 années plus tard, que cette prière, que ce moment d'arrêt et de prière pour la nation fait ses effets? Oh, moi je crois, je vois les effets, parce que l'Église a un rôle, c'est la prière. D'accord. Et c'est la prière. Et bien sûr, Ésaïe, chapitre 62, verset 4, nous dit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, c'est-à-dire pour l'amour du Gabon, et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour vraiment du Gabon, on ne prendra point de repos jusqu'à ce que le salut paraisse et l'aurore et la délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc, nous jouons notre rôle de nous rassembler. Vous savez, c'est bien d'avoir chacun dans son église, dans son ministère, mais quand nous nous rassemblons, il y a un plus. Il y a un plus, il y a différentes onctions, il y a différentes onctions qui se réunissent et nous sommes là dans la prière, nous allumons un nouveau feu. Donc, oui, il y a une évolution, nous prions toujours, parce que vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, nous voyons que les choses deviennent de plus en plus compliquées, les choses deviennent de plus en plus difficiles, les gens sont de plus en plus méchants, cruels, ingrats, amoureux de l'argent et aimant plus le plaisir que Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Timothée. Donc, voyant tout ce qui se passe, nous avons des situations compliquées dans nos écoles avec cette épidémie de Kobolo et autres. Et les violences en milieu scolaire, on en parle régulièrement. Donc, on essaye bien sûr d'avoir des gens qui sont là aux entrées pour fouiller, mais c'est quelque chose de spirituel d'abord. C'est d'abord spirituel parce que la violence a quitté la rue pour entrer dans l'école où l'école est un relais du foyer familial. L'enfant, quand il quitte le foyer, il va à l'école, il est supposé. Voilà, la suite de l'instruction et la suite aussi de la protection. Parce qu'on ne va pas à l'école pour se faire agresser, on ne va pas à l'école pour se faire violer. Mais ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui ont été libérés dans notre nation et que nous voyons qui sont de plus en plus. Vous savez, quand il y a des crimes rituels, est-ce que je peux parler? Quand il y a des crimes rituels, nous libérons des entités négatives. Et ces entités-là travaillent. Elles travaillent, elles possèdent des gens qui ont des portes ouvertes dans leur vie. Et le rôle de ces esprits, c'est la tuerie, c'est la violence, c'est beaucoup de choses. Vous voyez, des gens se font agresser dans leur maison, se font tuer dans leur maison. C'est parce que les gens sont possédés par ces esprits impurs qui les possèdent, qui font en sorte qu'ils puissent faire du mal aux autres. Et l'Église, en voyant toutes ces choses, doit se lever, ne doit pas se taire, doit se lever dans la prière, doit se lever et condamner ces choses. Et nous levons dans la prière afin que le Seigneur étende sa main. D'accord. Pour cette 4e prière nationale, donc, cette 4e convocation solennelle à la prière nationale, vous avez choisi le thème de la nuit est avancée. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça porte et ça comporte comme connaissance? Comme connaissance, bon, ça ne cache rien du tout. C'est dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 13. Je vais vous le prendre, Romains chapitre 13, mais moi je vais commencer au verset 11. Romains chapitre 13, nous voulons prendre le verset 11, parce que quand on parle de la nuit avancée, ça suscite beaucoup de choses. Le jour arrive, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire encore, les gens d'église et autres? Moi, je vais prendre le verset 10, verset 11, pardon, dans Romains chapitre 13, sur la nuit avancée, le jour est dit, qui dit, cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est près de vous, plus proche que là où quand vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la lumière. Et j'aime le verset 13 qui nous parle des œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Verset 14 nous dit quoi?
des jalousies, des querelles, tout ce qui est négatif. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayant pas soin de la chair, mais pour satisfaire les convoitises. Voyez, aujourd'hui, les gens aiment le plaisir. Aujourd'hui, les gens aiment la luxure. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent. Et qui leur fait poser des actes vraiment atroces. Les gens sont méchants. Nous sommes dans les derniers temps. Ne savez-vous pas dans quel temps nous sommes? Vous savez, la Bible nous dit que les fils d'Isaac pouvaient scruter les signes des temps. D'accord. Si on me dit quelle heure il est, je saurais vous répondre. D'accord, non, rapidement, juste dire, vous reviendrez forcément Oui. sur ces plateaux. Vous avez les portes qui vous sont ouvertes. Juste rapidement, qu'est-ce que les lieux et les rendez-vous Mais le rendez-vous, c'est à partir de 13h, le 1er février, c'est-à-dire jeudi prochain, D'accord. à Palme d'Or. Cela se trouve derrière l'ambassade du Cameroun. Du Cameroun, pas loin de l'université. Ouais, pas loin de Omar l'université. Bongo. Oui, nous voulons vraiment parler de la nuit qui a avancé et que le D'accord. jour On arrive. rappelle que c'est un rassemblement ouvert à tous. C'est ouvert, c'est gratuit. Nous invitons les populations gabonaises, nous invitons les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les amoureux de la prière. Vraiment, la Bible nous dit, ma maison sera appelée maison de prière. Ce n'est pas les bâtiments, mais c'est nous, Église, qui devons nous lever dans la prière afin de pouvoir repousser, être un rempart contre toutes ces choses diaboliques qui se manifestent en ce moment dans notre nation. Nous D'accord. voulons guérir, vous savez, je dis toujours, les gens parlent beaucoup, mais agissent moins. Mais l'arme la plus puissante contre ces choses, c'est la prière. C'est la prière. Merci beaucoup, Claudine Mavioga. Je rappelle donc que vous étiez là dans le cadre de cette 4e convocation à la prière nationale, 4e convocation solennelle de prière nationale organisée par l'association confédératrice Gabon pour Jésus. À présent, on vous raccompagne avec un peu de sourire. C'est à l'instant LOL. L'expression aujourd'hui, c'est être sage comme une image. Qu'est-ce que ça signifie? La question a été posée à l'homme de la rue. L'expression du jour, c'est être sage comme une image. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela vous évoque comme point de vue? Alors, être sage comme une image, déjà il faut remonter à la description de l'image. L'image, c'est une photo qui ne bouge pas. Alors, être sage, c'est être dans son coin, bien sûr, et de respecter certains principes, de ne pas agir de manière trop impulsive, mais d'agir de manière réfléchie. Pour moi, être sage, bon, la sagesse, on est né avec la sagesse, mais on devient intelligent. Puisque la sagesse, on est né de soi-même avec cette sagesse. Même étant enfant, on est sage, mais on n'est pas intelligent. Au fur et à mesure qu'on grandit, on devient intelligent. Je pense que ça, c'est mon avis. Et proposer dans Être sage comme une image, c'est être sage comme Voilà, être sage comme une image, c'est bien sûr une expression qui est apparue au XVIIe siècle, bien sûr, sur les images. L'iconographie était représentait un enfant qui était toujours immobile, calme, loin de l'agitation de la vie, des cris, des courses, des bêtises et autres. Donc être sage comme une image se dit d'une personne qui serait comme un enfant idéal, donc calme, tranquille et très sage. Voilà ce que signifie l'expression être sage comme une image. Vous avez été nombreux à réagir via les réseaux sociaux et via SMS au thème du débat du jour. Un débat qui se poursuit sur ces mêmes réseaux sociaux. N'oubliez pas le replay de l'émission, c'est le soir à minuit, toujours sur Gabon Première, mais également sur la chaîne YouTube qui s'affiche au bas de l'écran. Merci encore de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur les antennes de Gabon Première. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.